Ok, allez, vas-y. Ok. Alors, pour commencer, tout simplement, je te propose de te présenter pour savoir un peu d'où tu parles, en fait, simplement. Ok. Donc Magali de Oliveira, responsable communication et marketing pour les salons du département bâtiment, bois, énergie. Du coup, dans notre département, on a 5 salons, Bipositive, Lighting Days, Eurobois, Evolution, Expo Gaz. Ok. Donc du coup, quelles sont un petit peu tes responsabilités concrètement au quotidien Alors du coup, dans l'équipe communication, on gère à la fois toute la communication des salons. Quand on parle de communication, c'est à la fois la communication exposants, visiteurs, RP, toute la promotion également internationale en termes de communication. Également toute l'approche partenariat qui est très importante sur nos salons puisqu'en fait on met en place des partenariats à la fois presse et institutionnels. Et sur l'institutionnel, les partenariats nous servent à créer tout le contenu qu'il va y avoir sur le salon. Okay. Donc c'est pas du partenariat de visibilité, c'est vraiment, il y a une partie visibilité, il y a une partie de passer des messages à leurs adhérents, à leurs membres pour qu'ils viennent sur le salon, soit en tant qu'exposants, soit en tant que visiteurs. Nous, ça nous apporte une caution, du coup, d'afficher leur logo. Ouais. Mais c'est surtout aussi de se servir de ces partenariats parce que c'est eux les experts. C'est pas nous, on n'est pas experts de nos filières, on les connaît bien, mais on n'est pas les experts techniques. C'est eux qui amènent les sujets de conférences, les animations, c'est eux qui coordonnent avec nous ces animes. Donc c'est de la création de contenu. Et donc le troisième volet, donc communication partenariat, et toute la partie qu'on appelle side events. Donc c'est toutes les animations qui ont lieu pendant le salon. Et les animations pendant un salon, c'est très divers, mais c'est souvent du programme de conférence. On a des plateaux télé, on peut avoir des concours d'innovation, des ateliers de démonstration, de formation. Enfin voilà, en fonction des salons, on n'a pas tout le temps les mêmes animations. Okay. Mais ça fait partie en fait, de notre giron, de notre périmètre dans l'équipe, avec les chargés de com, de mettre en place tout ce programme d'animation. Ça marche. Donc maintenant, c'est un petit peu à mon tour de me présenter, de présenter un peu mon sujet. Donc je m'intéresse à l'adaptation de la stratégie inbound à l'industrie des mice et au fur et à mesure, donc les mice, est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais. Et au fur et à mesure, en fin de compte, de ma recherche, je me suis rendu compte que c'était une terminologie qui regroupait un trop vaste périmètre pour vraiment répondre à la question de manière pertinente. Donc du coup, j'ai décidé de me limiter aux salons et aux conférences pour avoir un petit peu une perspective sur des choses un peu différentes. Et voilà, donc en fait ma question c'est un petit peu de comprendre comment cette stratégie qui n'est pas forcément conceptualisée pour cette industrie-là peut se retranscrire ou s'utiliser dedans, quoi. Pour mobiliser des exposants des visiteurs. Pour mobiliser des exposants des visiteurs. Alors j'ai déjà fait quelques interviews, j'ai interviewé Théophane, Noémie et Raphaël. Ouais. Je vais aussi interviewer Gilles, etc. Donc avec Théophane, j'ai un peu vu que lui s'occupait de tout ce qui était stratégie digitale, référencement, etc. Et que il est en centrale en plus, lui. Voilà. Il n'est pas dans un département, il est en centrale et il est là pour nous accompagner sur nos stratégies, effectivement. Et donc du coup, j'ai vu avec Noémie que elle c'était plus en fait tout ce qui était CRM, etc. Ouais. Donc voilà, j'essaie un petit peu de creuser mon sujet. Donc déjà j'ai une petite question, est-ce que votre stratégie du coup de communication digitale et l'inbound, est-ce que vous réfléchissez en ces termes-là Oui. Un petit peu? Mais c'est récent. Ouais. On a toujours fait que de l'outbound pendant des années. Donc que de l'email sortant, la carte d'invite sortante, enfin que du message sortant pour du push pour aller chercher et les exposants et les visiteurs. Donc beaucoup d'emailing parce qu'aujourd'hui le papier, c'est un budget. On a conservé le papier, le papier n'est pas mort. On a toujours besoin d'envoyer des plaquettes, d'envoyer des cartes d'invitation mais on fait du ciblage, on segmente. On envoie beaucoup d'emailing, beaucoup de messages. Ça peut être aussi du SMS. Mais beaucoup de sortants. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place. Nous, alors moi, je parle vraiment de notre département et je te parlerai en plus quand dans le département, on va isoler les petits salons. Emmanuel me tuerait si je disais qu'Exposé c'est un petit salon, mais on a en gros les salons de taille petite ou moyenne, on les isole. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas le même temps à octroyer à ces salons-là. Par contre, Bipositive Eurobois,
et maintenant Lighting Desk qu'on a racheté récemment, eux bénéficient d'une stratégie beaucoup plus poussée, beaucoup plus riche et beaucoup plus multicanal. Et ça fait 2 ans qu'on a mis en place une stratégie de contenu. Et on se sert de ce contenu pour faire de l'inbound en se disant arrêtons de pousser de l'info qui finalement, les emails sont pas ouverts, sont pas cliqués, on a des messages très commerciaux et déjà essayons de créer une relation. Parce qu'en fait notre problématique c'est que souvent entre 2 éditions, pendant très longtemps on communique pas auprès des exposants et puis pendant même 18 mois on communique plus jamais avec les visiteurs, donc on les perd. Donc la fidélisation c'est aussi dans une communication persistante et c'est par le contenu qu'on arrive, c'est pas en poussant de l'info sur le salon parce qu'il se passe rien en 18 mois, le temps qu'on recommence à travailler sur l'édition. Donc c'est vraiment par du contenu marché, de l'info filière. Et puis tout ce qui en fait le salon c'est une manne hyper riche. Tu le verras si tu viens sur Be Positive, c'est ce qui se passe sur un salon. C'est pendant 3 jours une profusion d'informations pendant les colloques, les conférences, les plateaux télé. Il y a énormément d'informations qui ressortent et ces informations on s'en servait pas. En fait, elles étaient perdues une fois que le salon fermait parce qu'on passait à un autre salon et puis voilà. On s'est dit c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément d'informations qui pourraient servir du coup à alimenter toute cette communication entre 2 éditions qui pourraient aussi venir enrichir en tout cas qui pourraient intéresser des visiteurs qui n'ont pas pu venir sur le salon parce qu'ils ont eu des contraintes diverses et variées. Donc la première base c'est de dire servons-nous tout le contenu hyper riche qu'on récupère sur le salon. Mais comment est-ce qu'on le récupère? Parce que quand c'est quelqu'un qui fait une présentation dans une salle, on n'y a pas accès. Donc déjà, c'est de se dire, on arrête de faire des conférences dans tous les sens, on recentre ça sur des plateaux télé. Ces plateaux télé sont filmés, captés, et on a du coup la vidéo. Et ensuite, on met ça sur notre chaîne YouTube. Et puis, alors ça ne vit pas tout seul, on repousse parfois dans des emails, on envoie des newsletters marché, mais par le contenu, par ces vidéos, on arrive déjà à garder le lien. On a aussi tous les réseaux sociaux, on a mis en place une stratégie de réseaux sociaux assez poussée également. Et en fait, avec tout ce contenu, alors qu'on pousse aussi, mais c'est pas de l'info commerciale qu'on pousse, c'est on a des réseaux, on a une chaîne YouTube et on incite nos communautés à venir voir ce qui se passe aussi par eux-mêmes sur nos réseaux, sur notre site web, parce que tout ce qu'on publie est posté aussi sur notre site web. Donc ça fait à peu près 2 ans que pour Be Positive Eurobois, on a lancé cette stratégie de contenu. On a une agence, même 2 agences, une agence avec laquelle on travaille qui nous rédige le contenu. Il y a des journalistes dans l'histoire. Ils rédigent les textes, mais les vidéos, par exemple... les vidéos, c'est nos partenaires. Pendant le salon, plateau télé, c'est des journalistes qui animent les plateaux télé. C'est vraiment les experts de ces marchés-là qui animent des émissions avec des experts. Et donc ça, c'est capté, récupéré, et nous, on le diffuse sur notre chaîne à nous, la chaîne du partenaire, et puis on a des sponsors qui rediffusent aussi. Donc la production de contenu, elle est externalisée. Par contre, vous mais on pilote, on pilote tout, on décide de tout, mais la partie technique, elle est externalisée, effectivement. Et du coup, cette stratégie de contenu, elle est plutôt axée sur les exposants, pour les visiteurs. C'est quoi un petit peu? Parce que je sais que sur les salons, ce qui rapporte l'argent, c'est les exposants. Oui, mais le nerf de la guerre, c'est les visiteurs. En fait, effectivement, tu as raison. Le budget, le chiffre d'affaires qui ressort, c'est les exposants. Mais si tu n'amènes pas les visiteurs sur le salon, tes exposants qui ont signé l'année 1, en année 2, ils ne reviendront pas. Parce que tu les auras déçus et que pour faire revenir un exposant qui a été déçu par une édition, c'est vraiment hyper difficile. Et du coup, le nerf de la guerre, c'est vraiment la connaissance des visiteurs, de leurs besoins. La connaissance, c'est aussi tout le travail de Isabelle et de Noémie, de qualifier les bases de données, de connaître la satisfaction des visiteurs, d'enrichir les bases de données, parce que d'une session à l'autre, on a aussi enrichi l'offre, et qu'en enrichissant l'offre d'un salon, forcément, tu vas aller chercher des nouveaux visiteurs. Par exemple, il y a beaucoup de choses sur le digital, sur les solutions connectées aujourd'hui. On ne va pas chercher tout à fait les mêmes profils visiteurs qu'on allait chercher il y a 4-5 ans. Ça a muté tout ça. Donc du coup, c'est vraiment se tenir aussi au courant de qui sont les clients, nos exposants, et qui veulent voir venir, et qualifier tout ça. Et donc ces gens-là aussi qui ne connaissent pas le salon, pour qu'ils aient un intérêt à venir, c'est pas en envoyant des emails, en parlant de Be Positive, c'est en leur parlant du contenu. J'allais venir du coup à la deuxième stratégie. Donc on a une agence qui rédige pour nous des contenus, qui fait de la rédaction, qui pige tout ce qui se passe, c'est de la veille marché. D'ailleurs, il faut que je te mette dans la boucle du truc. On reçoit nous-mêmes la veille, mais après on se sert de cette veille pour dire tiens, ça c'est intéressant. On va le retraiter en contenu, on va le pousser sur les réseaux, on va faire une newsletter, mais on va pas le traiter de façon brute, parce qu'on va pas juste récupérer de l'info qu'on a vue qu'on a trouvé par ailleurs.
on va interviewer un expert de notre réseau à nous, qui peut être un exposant, un partenaire, un visiteur, peu importe, pour qu'il commente cette actu. Ok. Et donc notre article, il est beaucoup plus riche, Ouais. et c'est du contenu Il y a un qui nous est double propre. regard en fait plus. qui est apporté. Oui, et puis c'est du contenu qu'on produit nous, qui est Mhm. propre, que tu trouves nulle part ailleurs en fait, puisque c'est nous qui l'avons fait rédiger. Ok. On le pousse, et puis au bout d'un moment, on se dit qu'en poussant du contenu comme ça, l'idée c'est que, alors ça prend du temps, hein, mais Ouais. c'est qu'on devienne un peu incontournable et qu'on devienne nous aussi un média, parce que le salon c'est un média, Mhm. et qu'on va prendre la place d'un média qui existe déjà, hein, mais c'est de se Ouais. dire, voilà, nous on facilite aussi l'accès, parce qu'on travaille sur Biposible notamment sur 3 filières, les ENR, le génie clim et le bâtiment. Et on est facilitateur en fait d'infos, on va aller chercher l'info capitale qui les intéresse en la retraitant avec un angle d'un expert qui vient expliquer son point de vue. Et tout ça, on le met en ligne sur notre site. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, les gens viennent par eux-mêmes voir ce qu'il y a en actu sur notre site, quelle tribune on a publié, quelle interview on a publié, plutôt qu'on pousse tout le temps les infos. Pour créer un sorte de cercle vertueux en fait. Exactement. Donc- Qui partagent entre eux aussi l'info, quoi. Mhm. Alors, je vais te lister quelques petits outils qui sont utilisés dans la stratégie inbound généralement. Marketing automation, vous utilisez un peu ce genre de choses Pas ou encore, mais on va le tester. Ouais. Ok, En fait, on ne peut pas le tester pour le moment sur les exposants parce que notre CRM ne nous le permet pas. ok, Il n'est pas du tout adapté pour. Il y a une migration qui va être faite, mais on ne peut pas utiliser d'automation marketing. Par contre, sur les visiteurs, on peut parce qu'on utilise Salesforce. ok. Que dans Salesforce, tu as de l'automation marketing, justement. Mais personne ne l'a encore testé chez GL, parce que le CRM visiteur, c'est assez récent aussi. Ouais. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, mais le temps que tout le monde passe à ce nouveau CRM, ça a pris beaucoup de temps. Et donc avec Gilles, justement, l'idée, c'est qu'on soit pilote, nous, dans notre équipe, de l'automation marketing. Ok, ouais. Ça, c'est un peu lié aussi au lead scoring, mais ce qui me disait aussi Théophane, c'est que c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. Une fois qu'on a un système qui roule, c'est difficile de le changer. Ouais. Et du coup, un petit peu comment vous mesurez un petit peu cette performance inbound? Alors, on la mesure par le trafic sur notre site web, par on va dire en fait, c'est vraiment. Alors, il y a 2 choses. Il y a nous, ce qu'on produit et ce qu'on affiche sur notre site. Donc, il y a toutes les stats de notre site web, toutes les stats de nos réseaux sociaux, toutes les stats qu'on a également sur les nombres de vues sur nos vidéos. Et après, c'est donc la deuxième stratégie dont j'allais te parler, c'est que récemment, là, on a mis en place des stratégies avec une agence qui s'appelle Cogecom, qui, elle, crée du lead exposant aux visiteurs. Ok. Alors, jusqu'à maintenant, on faisait vraiment de la campagne AdWords, de la campagne de pub sur LinkedIn, Facebook, Twitter, pour justement afficher de l'info à un profil qu'on aurait identifié comme pertinent et en lien avec nos thématiques. Donc ça suit après, les clics, les liens, les demandes de participation, on arrive à suivre vraiment jusqu'au bout. Mais c'était vraiment de l'info pure commerciale, c'est-à-dire venez sur Bipositive, exposer sur Bipositive, Et donc récemment, la dernière campagne qu'on a faite pour les exposants, c'est de se dire, ok, il y a une campagne performance pure où là, on va vraiment parler que du salon à des gens qui connaissent le salon. C'est-à-dire, venez exposer vos solutions ENR sur Bipositive, venez exposer vos solutions BIM, maquette numérique sur le salon de référence. Ok, ça c'est de la performance, et puis c'est des gens qui connaissent. Par contre, les gens qui connaissent pas, qui sont en gros des profils qu'on a identifiés comme potentiellement intéressés, mais qui connaissent pas Bipositive, il faut qu'on les accroche par du contenu. Donc, c'est là où en fait on a fait sur notre site web, mais en page orpheline, des campagnes, donc des landing pages où on a du contenu, on les accroche en fait par du contenu, on parle de sujets sur la transition énergétique, sur la performance du bâtiment, pour les amener à se dire tiens, c'est marrant, ça fait 2-3 fois que je vois passer des trucs sur Facebook, sur LinkedIn, où on parle de sujets raccrochés à ce salon, et ce salon du coup me paraît intéressant, tiens, je vais aller plus loin. Et il y a pas du tout, on parle pas du tout du salon dans ces landings. C'est vraiment, on parle du contenu, et puis juste à la fin, si vous êtes intéressé par ces sujets, retrouvez plus d'infos sur le site du salon Bipositive. Il y a sur le logo, l'image de marque autour. Mais c'est très discret. Je pourrais t'envoyer les exemples. C'est vraiment très discret. On n'est pas là pour afficher notre marque. On est là pour donner envie, en fait, un peu appâter en disant, tout ce contenu-là, il sera traité sur le salon, donc tu as intérêt à bien s'il t'intéresse. C'est un petit peu pour aussi, je pense, quand quelqu'un va appeler quelqu'un qui a déjà vu plusieurs fois du contenu lié à Bipositive, va se dire ah ouais, je connais, etc. Et ça augmente un petit peu tes chances d'accrocher l'exposant au visiteur. Mais alors du coup, je reviens quand même un petit peu plus spécifiquement sur les KPI que vous utilisez. Bon alors, vous avez du web analytique, mais vraiment, toi, ce que tu vas regarder pour voir si ça marche... c'est le nombre de leads qu'on a récupéré.
Ouais. Donc il y a effectivement les stats un peu plus globales de fréquentation, on va dire, d'audience de notre site, de nos réseaux et autres. Et après, il y a vraiment les leads générés. Donc les leads exposants, c'est quoi? C'est quand quelqu'un fait une demande de participation en ligne sur notre formulaire. Donc remplit le formulaire ou fait une demande pour récupérer la plaquette. Ouais. Ça, c'est pour les exposants. C'est pour les exposants. Et pour les visiteurs, c'est pareil, c'est en fait, il remplit, soit il fait sa demande de participation directement, enfin ce qu'on appelle le préenregistrement sur la plateforme à laquelle on travaille chez Lenny, mais par lui-même. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est le contenu qu'il a ramené sur le... Ouais, mais oui, parce qu'en fait tout est lié. Hein. Quand on met en place une campagne et que ça ramène sur la page, il y a un code spécifique où on sait que ça provient de cette campagne. On a un système de codification. Ça veut dire qu'effectivement, c'est cette campagne qui l'a ramené. Et puis après, ça peut être aussi un peu plus fin quand Noémie les a en ligne et qu'elle leur demande par quel biais ils proviennent. Ou, tu vois, des choses comme ça. C'est assez difficile sur les visiteurs parce qu'on est sur des quantités extrêmement importantes. Mais du coup, ça reste toujours dans le salon. Il y a quand même une part un peu d'hybride, quoi. Tu peux pas te baser seulement sur de l'inbound. À un moment donné, tu es obligé de faire un aller-retour. C'est croisé, c'est vraiment du multicanal et puis c'est du marketing, c'est vraiment des stratégies croisées. Tu peux pas faire que de l'inbound et que de l'outbound, c'est vraiment les deux. À la fois du contenu et à la fois tu pousses des messages parce que au bout d'un moment on se dit qu'aussi c'est le phénomène de répétition qui fait que parce qu'on a aussi besoin nous de pousser de l'info sur ce qui va se passer sur le salon pour donner envie, mais de façon moins un peu plus directe que juste du contenu. Tu vois, et on a aussi besoin de pousser la marque, on a besoin de mettre en avant les exposants qui vont venir. C'est ce que j'avais vu un petit peu, c'est que, en tout cas c'est ce que Théophane m'expliquait, c'est qu'une stratégie marketing sur un salon, c'est assez rare, mais normalement, selon lui, ça devrait partir du marché en tant que tel. Alors est-ce que pour vous, le marché, ses spécificités, ça a une influence sur votre stratégie? Comment vous... Parce qu'on fait pas, c'est pour ça que je te disais qu'il y a le marché, il y a la structuration du marché et du coup, en fonction du marché et de sa structure, on va pas communiquer de la même manière. Tu vas sur un Expo Biogaz, par exemple, c'est un marché de niche, plus fermé, plus communautaire. On s'adresse pas à un volume de personnes, en gros on les connaît, les visiteurs, on les connaît, les exposants, donc on n'a pas forcément besoin. Et puis en plus les cibles n'ont pas cette affinité, sans vouloir être trop, on va dire, dans le péjoratif ou le jugement. Sur Expo Biogaz, 80% des visiteurs, c'est des agriculteurs. Les agriculteurs, tu vas pas aller le choper par du contenu sur la transition énergétique dans l'agriculture. C'est très concret, c'est-à-dire que tu viens sur le salon parce que tu as des solutions qui t'intéressent pour ton financement de ton projet de méta ou parce que tu as besoin d'équipements. Voilà. Donc en fait, en fonction du profil, en fonction des cibles, tu n'adresses pas les mêmes messages et du coup tu n'utilises pas les mêmes outils. Les réseaux sociaux c'est pareil, aujourd'hui on est en train de se dire il faut qu'on aille sur Facebook parce que sur certains salons comme Eurobois ou Expo Biogaz, les visiteurs ne sont pas sur les réseaux sociaux pro. Ils ont à titre perso un Facebook, mais ils ne sont pas sur LinkedIn, ils ne sont pas sur Twitter. C'est plus les exposants à ce moment-là que tu vas tirer sur LinkedIn. Oui. Sur LinkedIn, oui, les exposants, on les chope sur LinkedIn, on a des messages spécifiques sur LinkedIn et c'est pour ça aussi que sur LinkedIn, tu verras si tu vas voir, on est assez peu dans de la communication, on fait la promotion du salon. On est plus effectivement aussi dans le subliminal, on pousse de l'actu filière, de l'info, pour ramener à nous à un moment donné l'acte de dire tiens ce salon il est intéressant parce que ils sont pointus, ils sont experts des marchés et m'apportent du contenu que j'ai pas. Donc, et le contenu que vous produisez, vous le prenez pas seulement du coup à partir du salon, vous le prenez aussi un petit peu de l'extérieur. Exactement, c'est pour ça qu'on a une veille avec un Scoop It. Mais c'est pas les Scoop It. Scoop It, tu connais pas? Non. Le Scoop It, c'est à voir. C'est un outil web qui te permet en fait selon tu fais des critères c'est un peu comme un Pinterest, mais c'est vraiment axé sur de la veille marché. Donc c'est Scoop It. Tu rentres des critères, des mots-clés, et ça te remonte du coup. Donc nous on a créé plusieurs fils, puisqu'il faut qu'on en ait un sur les énergies renouvelables, sur le bâtiment, bref. Ça te remonte tout ce qui est produit, tout ce qui est sorti dans la presse, ou peu importe, internationale et française. Ça te remonte tous les sujets d'actu. À ce sujet, exactement. Mais on ne le gère pas nous-mêmes, on le fait gérer par notre agence de com qui fait la rédaction des contenus parce que c'est un job à part entière, ça demande énormément de temps de veiller le marché. Donc elle nous remonte, c'est justement ce que je disais, tous les 15 jours,
pour chaque salon. Donc toutes les semaines on reçoit une news, mais une fois c'est le rebois, une fois c'est du Positive Lighting Days. Tout ce qui est paru, comme ça les commerciaux ils sont aussi au courant, ils voient passer de l'info sur des clients potentiels, sur la concurrence, bref. Et de là, tous les mois on fait ce qu'on appelle un comité éditorial. Donc on se réunit avec notre agence pour dire ok, donc dans ce qui est paru sur le dernier mois, il y a ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on va récupérer, le rédiger et interviewer quelqu'un dans notre communauté qui va pouvoir commenter cette actu. Ok. On part vraiment de la veille marché, hein. On n'invente pas un truc, mais en lien avec le salon. Hein. C'est clair qu'on ne va pas aller parler d'un sujet qu'on ne traite pas sur le salon du tout. Ouais, bah, c'est marrant parce que en fait d'un département à l'autre, on voit que le paradigme un petit peu est un peu différent. C'est vrai que comme Théophane, il a la vision globale, lui, c'est plus ce qu'il veut à la fin. Il me disait, en dernière ligne de compte, on se base un peu sur le salon précédent et on essaye d'avoir plus de visiteurs, plus d'exposants. Oui, c'est toujours effectivement Alors l'objectif. que vous avez plus quand même cet aspect visiteur où c'est plus quelque chose d'indirect qui va contribuer au salon sur le long terme. Mais, oui. Et ok, alors attends, moi j'ai vu à peu près ce que je voulais voir en fait. Je suis assez content parce que tu m'as dit plein de trucs qu'on m'avait pas dit. Après, il y a une question qu'on se pose, nous, parce que dans l'inbound, tu peux aussi avoir tout ce qui est livre blanc. Ça fait assez longtemps qu'on se dit qu'il faut absolument, mais ça veut dire qu'il faut le publier. Enfin, un livre blanc, c'est soit tu récupères un livre blanc d'un partenaire institutionnel qui a produit quelque chose mais qui ne l'a pas diffusé, soit on fait rédiger un livre blanc pour notre compte à nous, qu'on va mettre à disposition. Pour accueillir aussi du lead en se disant ces gens-là ils veulent avoir accès au livre blanc, ils doivent remplir le formulaire pour y avoir accès, sauf que ça veut dire engager un budget parce que faire un livre blanc ça demande quand même un petit peu une étude derrière, etc. Exactement. Et ça demande, c'est un budget assez conséquent pour le rédiger, et que à date on a décidé d'investir sur autre chose, notamment sur la création de contenu. Enfin, honnêtement c'est des gros budgets, toutes ces choses-là. Avoir une agence qui rédige du contenu, qui fait la veille marché pour toi, parce que nous on n'a pas du tout le temps de faire tout ça. Ouais. Alors dernière phase de la petite interview. Toi, comment tu vois un petit peu les axes d'amélioration, comment pour aller plus loin justement là-dedans du coup, en renforçant, si tu veux, c'est comme ce que je te disais, c'est que ça fait 2 ans qu'on commence à créer du contenu pour justement acquérir des leads, et en créant du coup un lien entre 2 éditions, une communication persistante, en se servant de tout ce qu'on produit sur un salon. Mais on peut encore aller plus loin parce qu'aujourd'hui on produit pas encore suffisamment, notamment parce qu'on a une problématique budgétaire. Donc, toute la production de contenu, elle peut encore être intensifiée, qu'on soit encore plus visible et qu'on rédige encore plus de contenu et qu'on pousse encore plus de contenu sur nos différents outils de com, pour vraiment, à un moment donné, devenir vraiment incontournable et que qu'on apparaisse vraiment comme un média à part entière. Tu vois. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'on produit 2-3 articles par mois. Quand il faudra en produire 10. Quoi. Ouais, c'est vrai que pour... C'est une question de jauge aussi par rapport à notre équipe financière. Mais je pense que pour devenir incontournable, il faut produire beaucoup plus. Ou bien se focus sur parce que si tu divises entre c'est vrai que quand tu as Facebook, YouTube, LinkedIn, tu es obligé de produire 3 fois plus. Quoi, en fait. Exactement. Si tu mets la même chose sur chaque plateforme, ça perd. Et le média vidéo, c'est aussi, pour moi, on essaye d'aller encore plus loin, et on se sert aussi beaucoup du salon pour faire des interviews, tu vois, un peu à chaud, de visiteurs, d'exposants, et repousser ça, parce que ce qui intéresse aussi les gens, aujourd'hui la vidéo ça marche très bien. Et ce qui intéresse, c'est aussi de savoir ce qu'a pensé un tel du salon, ce qu'a pensé un tel du produit présenté par machin. Enfin, il y a un peu le côté un peu pas voyeurisme, mais tu sais, de voir ce que pensent les autres. Mais ça demande aussi un budget conséquent, ça demande du temps sur le salon, et il faudrait aussi le faire en intersession, c'est-à-dire que ne pas focaliser que sur ce qui se passe sur le salon. Entre 2 éditions, aller interviewer un visiteur, tu vois, pour suivre un peu aussi lui, son métier, au jour le jour, enfin tu vois, être un peu moins sur ce qui se passe dans le salon, mais aussi se servir des connexions que ça peut créer. Exactement. Ou de suivre un projet qui a été présenté sur le salon, par exemple, dire on nous a présenté ça sur le salon pendant une table ronde, et 6 mois après, ce qui est devenu le projet. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Mais ça demande d'une part du budget, parce que la vidéo, à part si tu fais avec ton téléphone, mais... c'est pas forcément si propre. Sur un téléphone, sur un réseau social, ça va. Sur un site web ou sur une chaîne YouTube, c'est pas très quali. Et sur... ce que je voulais dire, c'était quoi? Non, là, j'ai un petit trou. La production vidéo, vous avez un département en interne, non? Un petit peu qui... On a un département chez Live.
Ah, chez Live. Oui, alors, chez Live, on a GL Events Audiovisual qui fait tout ce qui est vidéo, son, lumière. Ouais. Et ils sont prestataires pour d'autres. Ouais, ils sont prestats chez nous, mais ils sont prestats plus techniques. Enfin, ils peuvent faire de la captation de vidéo, tout ça. Mais c'est quand même plus, on met à disposition du matos, du matériel, on fait la captation à l'instant T, mais c'est pas eux que je vais utiliser, c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est pas une agence de com qui va te créer ton storytelling par rapport à tes besoins. Et faire des ITV, ça demande quand même aussi de connaître le métier et de savoir de quoi tu parles. Parce que quand tu interviews quelqu'un, si tu sais même pas de quoi il te parle. C'est pour ça que nous, pour l'instant, on utilise et le partenaire qui est sur le salon, parce que c'est le partenaire qui connaît très bien la filière, qui fait les interviews, c'est le journaliste. Et sinon, en intermède, c'est notre agence de com qui travaille avec une agence, un prestat, qu'elle brief et qu'elle gère en direct pour savoir comment orienter aussi les interviews. Ok. Bah écoute, je crois que c'est à peu près... Si tu as besoin d'autres Ouais, voilà, si jamais j'ai une question qui me vient... Je vais t'envoyer des exemples de ce qu'on a pu faire. Donc la tendance, c'est quand même un petit peu le format vidéo pour créer du contenu et pouvoir le démultiplier en fin de compte, quoi. Oui. Et en fin de compte, utiliser le salon comme support. Ah oui, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé ma question. Il y a le livre blanc aussi, moi je me pose des questions là-dessus, mais... Dans quand on génère du lead sur Internet, etc., on peut aussi, par différents moyens, générer de l'argent. Quand tu te dis, on n'a pas forcément de budget alloué pour aller plus loin, mais est-ce que vous avez peut-être pensé à des moyens de, via cette communication-là, peut-être créer une deuxième source de revenus? Et est-ce que c'est techniquement possible et est-ce que c'est... Alors, on a déjà du mal, on a aussi une problématique on va dire, de business, c'est-à-dire que les commerciaux, ils commercialisent déjà dans un premier temps. Ou alors ça voudrait dire qu'il faut qu'on commercialise en dehors des phases de commercialisation de stand. Parce que les commerciaux commercialisent leur stand, ils s'intéressent aux outils de com après, et ils sont très bons pour vendre du stand. Les solutions de com, c'est pas trop leur truc. En fait, pas tous. Emmanuel, par exemple, elle sait super bien les vendre, elle les propose en amont, ce qui est vraiment très bien d'ailleurs, parce qu'en gros, elle vend un package. Quand beaucoup vendent déjà la surface de stand, parce que c'est ce qui rapporte le plus. C'est des commerciaux, c'est normal. Et puis après, les solutions de com. Et ça, c'est des solutions de com que tu proposes à des exposants, par exemple. C'est de dire, tiens, je vous vends une bannière sur une com qu'on va faire, spécifique, de contenu, non. Mais par exemple, tu te dis, j'ai ma page avec mon fil d'actu, etc. Donc je génère du passage dessus. Donc si je vends un espace à un partenaire institutionnel dessus qui peut être intéressé par être présent sur cette page constamment, et ben finalement ma génération de contenu, non seulement elle coûte de l'argent, mais elle peut aussi m'en rapporter. Oui, non mais si, tu as raison, il faudrait qu'à terme on arrive là. Pour l'instant, on s'est pas encore lancé là-dedans, mais je pense qu'on va y arriver. Aujourd'hui, on fait aussi, on a une nouvelle plateforme qui nous permet de mieux calculer, de calculer, si on ne avait pas, les stats sur notre site web avec toutes les bannières qu'on a sur notre site. Jusqu'à maintenant, on mettait des bannières, on les vendait ou on les proposait gratuitement à des partenaires, donc sur notre site web, j'entends, mais on n'avait aucune stat. On ne pouvait pas leur dire, votre bannière a été cliquée tant de fois, on n'avait rien. Parce que c'était un peu à la mano, Là maintenant, on a un nouveau serveur, donc c'est Théophane qui pilote ça. Ça s'appelle DFP, qui permet d'avoir des stats hyper pointues sur le nombre de fois que la bannière a été vue, le nombre de fois qu'elle a été cliquée, Et donc ça, du coup, maintenant, on peut aussi, en post-salon, fournir à l'exposant, au partenaire, des stats. Le retour sur investissement. Exactement. En disant, vous avez investi 800 € dans une bannière, et elle a généré tant de vues, tant de clics, ce que font... Et généralement, quand tu... Mais c'est nouveau, ça, on l'a mis en place là, récemment. Quand tu vends une bannière, parce que moi je me dis souvent quand... Bon là vas-y, on peut couper parce que c'est juste une question perso. Mais en tout cas merci beaucoup. De rien. Tac.